La première conférence de cet après-midi porte sur faire face aux défis d'analyse de données grâce à l'intelligence artificielle. Notre conférencier, Cyprien Cambus, est directeur intelligence artificielle chez Solutions BI. Il a acquis 4 ans de forte expérience sur les données marketing dans le secteur de l'aéronautique et des banques en répondant à leurs défis grâce à l'intelligence artificielle. Il accompagne des organisations avec des solutions d'IA utiles pour optimiser l'exploitation et la valeur ajoutée de leurs données. Donc, veuillez accueillir chaleureusement Cyprien. Donc, bonjour à tous, je suis Cyprien Cambus, directeur Data Science chez Solutions BI, comme vient de le dire Amy, qui est d'ailleurs l'entreprise partenaire de cet événement aujourd'hui. Et je tiens à remercier les affaires pour l'organisation de ce super événement. On a eu des très belles conférences ce matin, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre. Enfin, en tout cas, ça m'a donné beaucoup de grains à moudre pour ma conférence, qui, on va le voir ensemble, on va s'intéresser à comment faire face aux nouveaux défis d'analyse de données grâce à l'intelligence artificielle. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, si c'est bon. Hop. Alors, donc, dans un premier temps, c'est le sujet principal de la journée, la loi 25, on a beaucoup parlé. On va continuer à en parler et on va donc essayer de s'intéresser aux impacts que peuvent avoir la loi 25 sur la gouvernance des données. Ensuite, on va essayer de comprendre, savoir s'il est possible que l'IA puisse nous aider à se mettre en conformité vis-à-vis de cette loi. Et enfin, on va voir s'il est possible de mettre en œuvre cette intelligence artificielle dans une application. Alors, la loi 25, comme vous le savez, pour laquelle les principales dispositions sont entrées en vigueur en septembre 2023, elle a un impact donc, sur la gouvernance données, sur la manière dont on stocke les données, sur la manière dont on traite les données, sur la manière dont on exploite les données également. Et un des principaux enjeux, même si on n'a pas eu forcément à attendre que la loi 25 sorte pour s'en assurer, c'est bien entendu la sécurité de la donnée. L'enjeu principal, et c'est la raison pour laquelle la loi 25 est aujourd'hui si importante, c'est surtout de pouvoir s'assurer que les données confidentielles soient protégées, parce qu'on est donc sur une loi qui vise à la protection des renseignements personnels, donc c'est-à-dire s'assurer la confidentialité des données des clients, la confidentialité des données des partenaires, la confidentialité des données des employés également. La loi 25, elle impose également la suppression de la donnée d'origine une fois que le but est atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que lorsqu'on collecte une donnée, il faut qu'il y ait une finalité à la collecte de cette donnée. Une fois qu'on a atteint ce but, une fois que la finalité est atteinte, on va devoir supprimer la donnée. Enfin, là c'est un peu plus une conséquence du fait d'assurer la confidentialité de la donnée, c'est de ne pas pouvoir retracer la donnée. Donc, ne pas pouvoir retracer la donnée, c'est simplement ne pas pouvoir réidentifier un individu. On peut prendre par exemple un exemple de monsieur X qui aurait un revenu Y. Sans la loi 25, on pourrait totalement garder ces informations qui sont liées. Or, avec la loi 25, on va devoir justement décorréler ces informations afin de ne pas pouvoir identifier que monsieur X a un revenu Y. Donc, comment l'IA peut jouer un rôle dans la mise en conformité vis-à-vis de cette loi? Elle peut répondre à 2 enjeux, que sont premièrement la confidentialité de la donnée et le fait donc de ne pas pouvoir retracer cette donnée. Alors, comment est-ce qu'elle peut y répondre? Déjà d'une, en facilitant les procédés d'anonymisation, même si on s'entend, l'anonymisation, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est simplement que l'IA peut venir être un accélérateur à ces procédés d'anonymisation. Désolé d'ailleurs, Tara qui en parlait ce matin, on parle d'anonymisation encore. Et enfin, pour générer des données artificielles, donc ça c'est vraiment le cœur de cette conférence, et je détaillerai un petit peu plus tard la manière dont on les utilise. Donc, l'anonymisation, c'est donc un procédé qui consiste donc à
enlever toute ou partie d'une information pour ne pas pouvoir réidentifier un individu. Pardon. Donc la manière la plus naïve qui existe d'anonymiser une donnée, c'est de la supprimer. Il arrive parfois, ça m'est arrivé au cours de ma carrière, de me rendre compte qu'il y avait des données qui étaient personnelles, qui étaient collectées, qui n'avaient pas de but réel et qui en plus de ça étaient inutiles, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réellement l'exploiter. Dans ce cas-là, la suppression de la donnée est totalement envisageable. Rendre les variables indépendantes, ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait de ne pas pouvoir retracer l'information, c'est donc de casser le lien, en fait, casser le lien qui existe entre les différentes informations. La pseudonymisation, donc c'est un procédé qui consiste tout simplement, comme son nom l'indique, à créer des pseudos. Donc par exemple, Pierre, Paul et Jacques s'appelleront Henri, Richard et Gustave. Et enfin, le data masking, qui est un procédé relativement utilisé maintenant depuis pas mal de temps. C'est un procédé pour le coup qui consiste à supprimer tout ou partie d'une information en gardant tout de même une information. Par exemple, on va prendre les numéros de téléphone canadiens, qui sont des informations personnelles. Seulement, lorsqu'on se limite aux 3 premiers chiffres, qui est donc l'indicatif régional, on garde l'information que l'individu habite dans telle ou telle région, mais on a supprimé le caractère personnel de la donnée. Enfin, donc les données synthétiques, qu'est-ce que c'est? Donc les données synthétiques, c'est des données qui sont générées par un algorithme d'intelligence artificielle qui se base sur des données réelles. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme va prendre les données réelles et va essayer de reconstituer des données fictives qui ressemblent fortement, mais qui ne sont pas les données réelles. L'avantage, c'est que ces données, elles conservent les propriétés mathématiques et statistiques de la donnée réelle, ce qui va faire qu'on va pouvoir conserver la donnée au-delà du but principal. Vous vous souvenez, au début, je parlais du fait de supprimer la donnée une fois la finalité atteinte. Ici, on va pouvoir la conserver parce qu'on n'est plus sur de la donnée réelle, mais sur de la donnée synthétique. Alors bien sûr, on pourra l'utiliser, comme on le verra par la suite, notamment à des fins statistiques ou même de machine learning. Donc comment créer des données synthétiques? Ça, c'est la partie un peu technique, j'espère que je ne vais perdre personne. J'ai fait quelque chose d'assez simplifié, mais je pense que c'est quand même intéressant que vous compreniez la manière dont ça fonctionne. Les données synthétiques, elles s'appuient donc sur des données réelles. Donc, dans le cas présent, ici, on a Sophia, Luc et Kenzie qui ont une taille et un âge associés. Et sur une première itération, en réalité, on va avoir une IA génératrice qui va venir comprendre la structure des données. Donc, il va comprendre qu'il y a un nom, il va comprendre qu'il y a un âge, il va comprendre qu'il y a une taille, mais il ne va pas s'intéresser aux propriétés statistiques dans un premier temps. Il va juste générer des données aléatoires. Ensuite, on va récupérer les données réelles et les données synthétiques, on va les rassembler ensemble et via une IA discriminante, on va essayer de prédire quelles sont les données réelles et quelles sont les données synthétiques. Donc par exemple, Sophia qui va passer dans l'IA discriminante, l'IA va devoir prédire si c'est réel ou synthétique. Donc si l'IA dit que c'est une donnée réelle, elle a raison. Si elle dit que c'est une donnée synthétique, elle a tort. Et en fait, en passant l'ensemble de ces individus dans cette IA discriminante, on va pouvoir mesurer l'erreur, c'est-à-dire compter le nombre de fois où on s'est trompé et où est-ce qu'on s'est trompé. Une fois qu'on a cette erreur, on va pouvoir la réinjecter par processus d'itération dans les différentes IA, qu'elles soient génératrices ou discriminantes, pour que les intelligences artificielles comprennent les erreurs qu'elles ont faites et pour qu'elles ne les fassent plus à l'avenir. Et donc l'idée, en fait, c'est de répéter ce processus jusqu'à ce que l'erreur soit la plus faible possible. Alors bien sûr, après, il y a un compromis à avoir, parce qu'on sait que les IA sont des technologies qui sont très consommatrices de ressources financières, de ressources humaines, qui ont un vrai impact écologique. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un compromis entre l'erreur qui est acceptable et la ressource qui est consommée. J'avais fini pour la partie technique. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise les données synthétiques? Le seul but, en réalité, c'est justement d'assurer la confidentialité de la donnée. S'il n'y avait pas une autorité qui nous imposerait cette confidentialité, rien ne nous empêcherait en fait de travailler avec des données réelles. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces données synthétiques? Alors déjà, pour réaliser des statistiques, parce qu'il faut comprendre, c'est que étant donné qu'elles conservent les propriétés mathématiques et statistiques,
les statistiques que vous faites sur les données synthétiques seront les mêmes que les statistiques que vous auriez pu faire sur les données réelles. On va pouvoir aussi faire des modèles de machine learning. Donc pour ceux qui ne sont pas très acculturés au sujet, en l'occurrence des modèles machine learning, ça reste également des modèles statistiques qui vont pouvoir, grâce aux données, en fait, expliquer des phénomènes. Donc par exemple, si on reprend le sujet de ce matin sur le spectacle, pouvoir prédire par exemple le fait que tel ou tel client soit intéressé par le spectacle qu'on va lui proposer. Et enfin, c'est une technologie qui est beaucoup utilisée dans l'augmentation de données, donc c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas assez de données, typiquement lorsqu'on a des échantillons de taille trop faible, on utilise très souvent les données synthétiques pour augmenter notre jeu de données et pouvoir les utiliser ensuite dans les modèles de machine learning. Mais alors, quelles sont les limites à l'utilisation des données synthétiques? Parce que bon, c'est bien beau de pouvoir assurer la confidentialité tout en pouvant exploiter la donnée, mais il y a une chose, c'est qu'on perd l'information. Ça, c'est vrai, on perd l'information réelle, ce qui fait qu'il est impossible de retracer l'information au niveau individuel. Mais en même temps, c'est ce qu'impose la loi 25. Donc, il faut s'y plier et on accepte donc de ne pas pouvoir retracer justement cette information. Il y a également un phénomène qu'on observe lorsqu'on va entraîner des modèles machine learning sur des données synthétiques. On peut voir des diminutions de performance comparées à des algorithmes qui ont été entraînés sur des données réelles. Alors, de notre expérience chez Solutions BI et de ce qu'on voit en fait sur la littérature, notamment sur Internet, les diminutions de performance sont quand même relatives, c'est-à-dire que souvent on perd 2 à 3% de performance. Faut un peu le voir comme le prix à payer pour s'assurer de la confidentialité de la donnée. Enfin, on s'est dit que ça serait quand même intéressant de pouvoir mettre cette intelligence artificielle à disposition des responsables de la donnée. Ça a été discuté durant les précédentes conférences. On est à l'ère de la flexibilité, de la mise à disposition d'outils. Aujourd'hui, il faut savoir donc, que le responsable de la donnée sera la seule personne à avoir accès à la donnée réelle. Et donc l'idée, c'est de lui mettre à disposition cette intelligence artificielle dans une application. Parce que si on n'avait pas cette application, on devrait avoir un data scientist qui devrait intervenir dans ce processus. Et jusqu'à preuve du contraire, ou en tout cas s'il ne fait pas partie de l'équipe du responsable de la donnée, il n'a pas le droit d'avoir accès à la donnée réelle. Donc les bénéfices d'utiliser cette application, c'est qu'au final, le responsable de l'information, c'est le seul qui a accès à la donnée réelle. On garantit la confidentialité. Et enfin, ça permet surtout au responsable de la donnée de partager la donnée synthétique aux développeurs de manière sécurisée. C'est-à-dire que lui, il a la donnée réelle, il synthétise la donnée, il la partage aux développeurs pour qu'ils fassent leur développement, des modèles machine learning, des statistiques, des rapports. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'application pour laisser en autonomie donc, le responsable de la donnée? Donc on a besoin de 2 éléments. Premièrement, donc un outil de création d'interface applicative et deuxièmement, donc un environnement pour héberger l'application et stocker la donnée. Des outils d'interface applicative qui sont les plus connus, notamment en data science, je parle souvent d'outils qui sont utilisés via des langages de programmation, comme par exemple AirShiny ou le framework Streamlit de Python, et des environnements tels que par exemple Synapse, Snowflake ou BigQuery, donc qui sont des environnements cloud qui permettent de travailler dans un environnement sécurisé. Donc là, sans s'en rendre compte, on vient aussi de cocher une case supplémentaire de ce que nous impose la loi 25, la sécurité de la donnée. Donc chez Solutions BI, on a fait un petit exemple applicatif avec notamment Python et le framework donc Streamlit et dans l'environnement Snowflake. Et les raisons pour lesquelles on a choisi ces 2 outils, c'est que les données en fait et l'application, elles vivent dans le même environnement, c'est-à-dire dans Snowflake. Donc il n'y a pas de sortie de données. On risque pas d'avoir une fuite de données à ce niveau-là. On peut également monitorer la donnée transformée, donc c'est-à-dire savoir qui a transformé la donnée et quel jour. Et c'est des applications qui sont relativement facilement déployables à l'ensemble des utilisateurs d'une organisation. En l'occurrence, ici, on va quand même se concentrer sur les responsables de la donnée, je rappelle, qui sont les seuls
à pouvoir avoir accès à la donnée réelle et à générer ces données. Donc, comment la donnée va cheminer en fait dans cette application? On va déjà avoir une première partie qui vise forcément à avoir accès aux bases de données réelles, donc aux données confidentielles. Ensuite, l'utilisateur va pouvoir transformer la donnée, donc c'est-à-dire opérer les transformations nécessaires, que ce soit par exemple la suppression de la donnée, l'anonymisation, la génération de données synthétiques. On va pouvoir également valider la donnée qui a été générée, parce que c'est bien beau d'avoir la donnée synthétique, mais comment s'assurer que la donnée qu'on a générée est de qualité? On a aussi un module optionnel de data visualisation. Donc en l'occurrence, dans ce cas d'usage-là, on avait, donc c'est un cas avec des données géographiques. Donc on voulait également s'assurer que les données étaient bien représentées sur l'ensemble du territoire en question. Et enfin, on va laisser donc le responsable de la donnée la possibilité de sauvegarder ces données. Donc les deux premières étapes se trouvent donc sur la même page, l'accessibilité et transformation. Donc l'application se présente de la manière suivante. Donc il y avait plusieurs onglets, le setup, la qualité des données, les maps et la sauvegarde. Donc comme je disais, ici on est sur la partie accessibilité transformation. Donc on est dans l'environnement Snowflake. Donc ça c'est une application Streamlit sur laquelle on interagit avec notre environnement Snowflake où le responsable de la donnée va chercher la donnée qui est confidentielle pour pouvoir la transformer. Donc une fois que le chargement de la table est effectué, le responsable de la donnée va avoir plusieurs options. Comme on peut voir en haut, la possibilité donc, de supprimer certaines colonnes, ce que je disais, la méthode vraiment naïve pour le coup d'anonymisation. Les colonnes donc à anonymiser, en l'occurrence ici on est plus sur la pseudonymisation, donc c'est-à-dire on va remplacer les adresses réelles par des adresses fictives. Et enfin les colonnes à synthétiser, donc là on est vraiment sur la donnée synthétique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble des données numériques qui sont réelles ici vont être synthétisées pour en fait en faire la donnée artificielle. Donc une fois que la donnée est générée, l'utilisateur peut très rapidement parcourir la table de données générée et la comparer donc avec la table précédente. Sur une deuxième étape, donc on a la partie de validation, donc c'est-à-dire s'assurer de la qualité de la donnée. Donc ici, on va très simplement avoir donc un score déjà qui va nous indiquer la qualité de la donnée, également un diagnostic qui permet de voir si la donnée qui est générée est suffisamment qualitative, et également quelques process de data visualisation, comme on peut voir ici, la donnée synthétique en verte, la distribution de la donnée synthétique en vert, et la donnée réelle en gris qui est derrière. Donc on voit quand même qu'on a des distributions qui sont très très proches, donc la qualité de la donnée est plutôt satisfaisante. Data visualisation, j'en parlais, c'est un petit peu optionnel, mais en tout cas, ça dépend vraiment des cas d'usage qu'on peut avoir. Typiquement, ici, c'était, donc, je disais, sur des données géographiques, donc on voulait vraiment voir que sur l'ensemble des quartiers qui étaient représentés, avoir des distributions qui sont quand même similaires, ce qui est le cas ici entre les données réelles et les données artificielles. Et enfin, la possibilité donc, de sauvegarder les données. Donc, ce que je disais, une fois que le responsable a généré donc, ces données, il va les enregistrer dans les mêmes bases de données Snowflake pour les donner en accès aux développeurs concernés. Donc voilà, possibilité de créer, remplacer les tables. On a essayé de laisser au maximum de flexibilité ces étapes. Donc, pour résumer, une application dans laquelle on a accès à de la donnée confidentielle, qu'on transforme, pour laquelle on va faire un rapport donc, de validation, s'assurer que c'est de bonne qualité, des modules de data visualisation et la possibilité de sauvegarder. Donc, c'est un outil qui est utile et accessible, destiné aux responsables de la donnée, qui est sécurisé de bout en bout, plateforme cloud, je le rappelle. Un gain de temps notable vis-à-vis des règles de confidentialité, dans le sens où si un data scientist avait dû intervenir sur chacune de ces étapes indépendamment, aurait passé beaucoup plus de temps plutôt que de laisser la main en fait, au responsable de la donnée. Donc, pour terminer et pour aller un peu plus loin sur les données synthétiques, il faut savoir que c'est une méthode qui est utilisée en Europe depuis 2018. Donc,
grosso modo depuis l'arrivée du RGPD. C'est une technologie qui est maîtrisée et éprouvée, c'est-à-dire que les versions de production des intelligences artificielles qui existent sont stables. C'est devenu indispensable dans le cadre de la gouvernance de données. Et il y a même d'ailleurs des entreprises en Europe pour lesquelles le business principal est justement la donnée synthétique. Ils ne font que de la donnée synthétique. Les cas d'usage principaux qu'on peut également constater, c'est en banque, notamment tout ce qui est encours de crédit, épargne, partage de données entre les filiales d'une même banque, les assurances, donc les données de sinistres, les numéros d'assurance sociale, les données démographiques. Les ressources humaines, on a beaucoup d'enjeux sur les données de paie, qui sont des données très sensibles et qui restent trop souvent cloisonnées dans des outils de gestion de la paie. Et enfin, les hôpitaux, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent avec des centres de recherche en data et que cet enjeu, d'ailleurs, a toujours été un enjeu avant même la loi 25. Les hôpitaux mettaient un point d'honneur à sécuriser, en tout cas à assurer la confidentialité des données médicales. On peut aussi imaginer, comme je l'ai entendu ce matin dans le milieu culturel, le fait de vouloir partager, qu'un secteur industriel en particulier veuille partager au niveau global des informations pour pouvoir améliorer tous ensemble leur processus. Les données synthétiques peuvent être une solution envisageable dans le sens où toutes ces données ne sont pas réelles, mais conservent en fait la propriété et les pouvoirs statistiques de la donnée d'origine. Je vois que j'arrive pile poil sur la fin du temps et j'en ai terminé avec cette présentation. Donc je vous laisse à vos questions. Ah, j'ai le petit slide-o. Donc, la question du public la plus populaire. À quel point ou à quel moment la BI devient de l'intelligence artificielle? Je ne pense pas qu'on puisse dire que la BI devienne de l'intelligence artificielle, mais plutôt que l'intelligence artificielle peut être utilisée au service de la BI. Plus dans ce sens-là, on le voit, et d'ailleurs même les processus d'intelligence artificielle sont de plus en plus intégrés dans la BI, notamment on en parlait ce matin, je crois, sur Power BI qui veut intégrer une sorte de copilote. Bon, ça fait quand même plusieurs années qu'on en entend parler, mais c'est vrai que ce sont des vraies avancées qui vont permettre justement à la BI de pouvoir en fait gagner en productivité. Effectivement. Puis, d'un côté un peu plus technique, tu nous as parlé tout à l'heure de Snowflake, Oui. Puis l'hébergement des données. La question est la suivante. Est-ce que l'hébergement dans Snowflake est au Canada? L'hébergement dans Snowflake, est-ce que c'est au Canada? C'est une très bonne question pour laquelle je n'ai pas la réponse, je vous l'avoue. Mais je me renseignerai sur... Comment? Ok. Donc oui, effectivement, c'est une question un peu plus technique. Puis comme on parlait tout à l'heure dans la salle, je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui ont la réponse. Donc pour ceux qui avaient posé la question, là, on pourra la rapporter également tout à l'heure sans problème. Puis tu nous as présenté beaucoup de choses, le processus, le choix de l'intelligence artificielle, puis comment qu'on peut l'implémenter, puis cette belle initiative-là. Ça fait beaucoup de choses à faire. Par où commencer, puis quoi prioriser pour la suite des choses? Par où commencer déjà, c'est essayer de comprendre en fait quelles sont les données qui sont sensibles, quelles sont les données qui sont confidentielles, sur lesquelles on va devoir vraiment prioriser en fait les éléments vis-à-vis de la loi 25. Donc, une fois qu'on a compris quelles sont les données qui sont confidentielles, les prioritaires, ça va être justement un travail qui va devoir être fait en fait sur comment justement mettre en place éventuellement ce genre d'intelligence artificielle dans les procédés en fait de l'entreprise. Est-ce que ça peut se faire comme ici via une version applicative? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en production directement dans les systèmes de production? Tout ça, c'est des questions à se poser. Mais en tout cas, les équipes data scientists sont quand même, en data science, on est quand même assez acculturé à ce genre de procédés. Donc, c'est pas des choses qui sont en tout cas trop lourdes à mon sens à gérer. Puis justement, quand on parle d'intelligence artificielle, puisqu'on connaît déjà l'intelligence artificielle qui est sur les bouches de tout le monde, c'est ChatGPT. Est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour générer des données simulées? Non.
Non. ChatGPT, en tout cas, à l'heure actuelle, ça va très vite. Vous avez vu, presque tous les 2 ou 3 mois, on a des updates de ChatGPT. En l'occurrence, ici, ChatGPT serait probablement capable de le faire sur des petits échantillons de données. Seulement, en fait, si vous voulez, il n'a pas une puissance de calcul qui soit capable de le faire. C'est-à-dire que là, on a vraiment besoin de ressources, comme je le disais. Typiquement, ce genre d'intelligence artificielle, ça prend beaucoup de ressources. Donc actuellement, ChatGPT ne serait pas capable de le faire. Parfait. Puis, pour pouvoir l'utiliser puis utiliser cette technologie-là, est-ce qu'il faut être sur le cloud forcément? Non. Alors, je dirais oui et non. Si on veut vraiment, déjà, si on veut s'assurer de la sécurité de la donnée, le cloud, on ne va pas se cacher aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus beaucoup d'entreprises qui travaillent on-prem, mais par contre, c'est utilisable quand même on-prem. Ça sera beaucoup plus compliqué dans le sens où il faut quand même également des ressources qui sont normalement très facilement accessibles sur le cloud. Je pense notamment au GPU, ce genre de choses. Là, en on-prem, ce sera possible avec des grosses cartes graphiques, ce genre de choses, mais c'est beaucoup moins, on va dire, pratique de le faire. Mais c'est possible. Si les données ne sont pas, on va dire, immenses, c'est possible. Puis, si tu avais un seul conseil à donner pour la prochaine action à faire dans cette initiative, ça serait quoi? Dans l'initiative, tu veux dire par rapport à la loi 25? Par rapport à la loi 25, puis l'utilisation de l'outil tel que l'intelligence artificielle pour l'appliquer. Ça serait quoi la première prochaine action? Je pense que, en tout cas, là, par rapport à la loi 25, le gros enjeu, il est sur la gouvernance de données, donc pas tellement sur l'intelligence artificielle. Juste ce qu'on a vu, c'est que l'intelligence artificielle pouvait, sur certains points, en fait, venir aider à justement se mettre en conformité. Mais le premier gros enjeu, c'est d'avoir une gouvernance de données qui est claire, qui est établie, et je pense que c'est encore pas assez le cas dans beaucoup d'entreprises. Excellent. C'est un précieux conseil. Donc, merci beaucoup. Ça fait le tour pour les questions du public. Donc, Parfait. un grand merci. Merci à vous.